Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler par rapport évidemment à tout ce qu'on entend, par rapport à ces virus, etc. Et il m'est venu une idée comme ça, et si les virus, c'est bien sûr des hypothèses, on est bien d'accord, mais ne seraient pas créés par des intelligences artificielles? Un super virus, très difficile, comme vous voyez là sur l'écran, là on parle d'un antibiotique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des articles là justement qui parlent. J'ai trouvé deux articles intéressants qui parlent notamment. Alors je vais vous les montrer. Voilà. Le premier, d'accord. Par exemple, là, on a un super virus qui s'appelle le H5N1 qui a été créé en laboratoire qui fait peur. Donc, on voit bien qu'il y a une création de manipulation génétique, de génie génétique. Et peut-être même que pour créer ces virus, ces super virus, ils utilisent des algorithmes basés, pourquoi pas, sur l'intelligence artificielle. On est au 21e siècle, évidemment, ces manières de concevoir des molécules aujourd'hui sont tout à fait faisables, elles sont même faisables, hein, d'accord. Donc, on peut se poser la question. Ce n'est que des hypothèses, on est bien d'accord, hein, je précise toujours. Mais il faut voilà, voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Là, par exemple, donc c'est un article du Ouest France, hein. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, le supervirus H1N1 créé en laboratoire fait peur. Alors, je peux vous lire un peu l'article, justement, je vais vous le lire comme ça par vous-même, hein, vous regarderez aussi. Il est dit que, je vais agrandir un tout petit peu si je peux. Voilà, là c'est parfait. Des chercheurs des Pays-Bas, alors c'est un article qui date de 2011, hein, imaginez, ça date a priori de 2011, le 6, le 12 2011 je crois. Voilà, il est dit des chercheurs des Pays-Bas viennent effectivement de créer un virus mutant qu'on appelle le H5N1, aussi transmissible par la grippe saisonnière. Il est par ailleurs bien plus mortel. Un virus potentiellement très contagieux et mortel. Mais pourquoi donc l'agence de biosécurité américaine, la NSABB, a-t-elle décidé de bloquer la publication dans le magazine Science de l'étude conduite par des chercheurs néerlandais? Parce que ces derniers viennent de créer un virus potentiellement très contagieux et mortel pour l'homme. L'expérimentation a été menée par le Central Medical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas, spécialiste de la grippe aviaire. En cherchant à mieux comprendre ce virus et trouver de nouveaux moyens pour le contrer, le professeur Ron Fouchier et son équipe ont fait muter un virus grippal H5N1 et par là même fabriquer une forme de H5N1 aussi transmissible par la grippe saisonnière. Très fort, mais bien plus mortel. Transmission du virus du furet à furet. J'avais entendu parler de cette histoire de furet. Pour en arriver là, des scientifiques néerlandais ont mené une expérience sur des furets, modèle animal le plus proche de l'homme et par son comportement biologique. Décrypte Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe aviaire de l'Institut Pasteur, interrogé par le Parisien ce mardi. Vous voyez, interrogé par le Parisien. Vous voyez. Les chercheurs ont d'abord donc procédé à 3 mutations génétiques sur le virus aviaire pour qu'il puisse infecter les furets. Ils s'en sont servis pour contaminer les animaux. Ils ont ensuite constaté que le H5N1 avait muté 2 nouvelles fois et qu'il se transmettait dorénavant de furet à furet. Or, ce super virus, jamais vu dans la nature, pourrait bien être semblable à tout point de vue au virus mutant humain, tant redouté depuis 2003 dans le monde entier, notamment le SRAS. Hein, voilà. Je rappelle, hein, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Une arme donc biologique potentielle. Il n'est pas rare que les virologues, afin de découvrir de nouveaux médicaments ou un vaccin, travaillent en laboratoire sur des virus, et les transforment afin de miner ce qui se passe dans la nature. Ouais, super, hein. On joue aux apprentis sorciers, quoi, c'est excellent. Sachant qu'il peut y avoir à ce moment-là un vol dans le laboratoire, ce qui est arrivé, rappelez-vous, hein, je crois, il y a un an et demi, je crois, à l'Institut Pasteur, il y a eu des vols, il y a eu des échantillons qui ont été volés. Mais jamais auparavant, un virus aussi dangereux n'a été créé de toutes pièces. Et c'est sans doute pour cela que le NSA, la NSA, hein, National Security American, ça rappelle la NSA, bébé, c'est pas la même chose, a interdit la publication de l'étude dans Science, car si les secrets de sa fabrication tombaient entre des mains malveillantes, ce nouveau virus pourrait être utilisé comme une arme biologique à des fins terroristes. D'accord? Voilà.
Donc oui, on peut se poser des questions hein, déjà sur ça, vous voyez. Donc ce n'est pas moi qui le dis, hein, voilà. Je suis un conspirationniste, faites attention. Voilà, bref. Donc, on a cet article-là. Il y en a un autre que je vais aussi vous lire, qui est peut-être un tout petit peu plus long, qui lui va nous parler tout simplement du H7N9, d'accord. Alors ça, c'est un article, par contre la date, je ne l'ai pas forcément, si 2013, celui-là, vous voyez, c'est des anciens articles en plus. Hein. Faites des recherches vous-même, vous allez peut-être même trouver bien mieux que moi, hein, d'accord. Faites des recherches, voilà. Alors, j'essaye pas hein, de mettre un climat anxiogène, hein, ne vous inquiétez pas. J'essaye pas de dire, simplement je m'informe, j'essaye de m'informer pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Moi, je suis pas virologue, je suis pas spécialiste en biologie moléculaire ou en chimie. Non, je m'intéresse simplement à ces sujets. Voilà, donc là encore, un titre, hein, bientôt un super virus, grippal A, H7N9, créé en laboratoire. Le virus aviaire, donc H7N9, pardon, a été identifié pour la première fois en février 2013 en Asie. Alors, il est dit, bouge un peu donc sur le front du virus grippal A, H7N9, dans le British Medical Journal, BMJ, une équipe chinoise fait état d'une probable transmission interhumaine survenue en mars dernier. Dans les revues Science et Nature, 22 virologues signent ce jeudi une lettre dans laquelle ils font part de leur volonté de créer un super virus. Ils font une lettre et ils disent oui, on va créer un super virus. Non mais vous imaginez les malades qu'on a aujourd'hui sur cette planète, H7N9 hautement pathogènes. Leur objectif est d'anticiper une mutation de la souche et les risques éventuels en cas de pandémie, mais la réalisation d'un tel travail fait débat. Évidemment, vous imaginez que ça fait débat au niveau éthique. Au niveau éthique, ça le fait peut-être pas trop hein, pour d'autres chercheurs justement, qui dénoncent ça d'ailleurs. Des scientifiques chinois décrivent en effet le cas d'un homme de 60 ans qui fréquentait régulièrement des marchés aux volailles dans l'est de la Chine. Il a été hospitalisé le 11 mars dernier, souffrant de troubles respiratoires. Ces derniers se sont donc subitement aggravés, si bien qu'il a été transféré dans une unité de soins intensifs le 15 mars. Il est décédé le 4 mai, vous voyez. Entre ces deux dates, sa fille de 32 ans lui a régulièrement rendu visite à l'hôpital, sans protection spécifique, précisent les auteurs dans le BMJ. Elle a présenté des premiers symptômes grippaux le 24 mars, avant de décéder le 24 avril. 32 ans, je précise, elle avait 32 ans. À 32 ans, vous êtes dans l'âge de la force, etc. On est bien d'accord. Les chercheurs ont analysé effectivement les souches grippales isolées sur chacun de ces deux patients. Elles étaient identiques d'un point de vue génétique, ce qui suggère une transmission du père à la fille, poursuivent-ils. Grégory Harty, directeur du département média de l'OMS, relativise la portée de ce travail. Il n'apporte rien de nouveau en termes de santé publique, il dit. Nous étions au courant au moment de la survenue du cas. D'ailleurs, cela n'est pas le seul cas effectivement de transmission interhumaine. Nous en avons 2 ou 3 autres possibles. Au 20 juillet 2013, l'OMS avait recensé 132 cas d'infection humaine, dont 43 mortels. La situation a, semble-t-il, peu évolué au cours donc, de ces dernières semaines. Mais l'OMS se prépare à une possible résurgence en automne, ou plutôt en hiver, précise Grégory Harty. De son côté, le docteur Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence pour la grippe à l'Institut Pasteur de Paris, tient également à rassurer. À l'heure actuelle, nous sommes toujours face à un virus qui n'a pas les capacités à se multiplier à grande échelle. Le supervirus, qui pose question en marge de la publication de ce travail dans le BMJ, une lettre publiée simultanément dans les revues Science et Nature par 22 virologues, fait grand bruit. Les auteurs conduits par le néerlandais Ron Fouché et le japonais Yoshihiro Kawaka font part effectivement de leur intention de créer des formes mutantes très pathogènes de la source A, H7N9. Le débat donc sur la dangerosité de telles manipulations et la crainte d'éventuelles dérives bioterroristes refait surface, comme c'était le cas en 2011 avec le virus H5N1 que je vous ai cité avant dans l'article d'avant. Sur le fond, d'un point de vue scientifique, ce type de recherche apparaît logique.
Bon, on nous dit, ça nous paraît logique. Ouais, bref. Nous précise Vincent Enouf. L'objectif est de mieux connaître le virus et d'anticiper son éventuelle évolution dans la nature. Ben voyons. Sur la forme, alors, les virus qui évoluent dans la nature, bon, hein, il leur faut peut-être beaucoup d'années, je ne sais pas. Cette lettre semble politique et stratégique, histoire de mesurer les réactions de chacun avant de se lancer. À noter qu'aucun virologue français ne fait partie des 22 signataires. C'est vrai, poursuit le docteur Enouf, sans doute parce que dans notre pays, nous ne faisons pas ce genre de manipulation sur les animaux. Cela exige d'importants moyens sur les plans donc techniques et financiers. Nous travaillons in vitro, c'est-à-dire sur les souches, et non pas in vivo. En d'autres le font, c'est très bien. Voilà, donc écrit par David Picot, édité par Emmanuel Ducreuset. Voilà, donc vous voyez, là je n'invente rien, c'est des articles que je vous lis, et on peut évidemment se poser des questions sur tout ça. Voilà. Comme on peut aussi créer a priori des antibiotiques grâce à l'intelligence artificielle super puissants. Donc si on peut créer effectivement des antibiotiques super puissants, on peut aussi créer des virus. On va les aider, on va les assister avec des algorithmes. Je rappelle quand même que, par exemple, j'étais dans l'informatique et effectivement, les virus informatiques qu'on appelle, par exemple, vous avez des virus en informatique qu'on appelle les virus polymorphes. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de s'adapter à leur environnement et qui peuvent être indétectables ou changer de code. Vous avez des systèmes comme ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, on aura de plus en plus ce type de virus où, par exemple, vous avez ce qu'on appelle aussi les vers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des vers, qu'on appelle en anglais les worms, je crois, et qui sont effectivement une cochonnerie. Ça se répand de réseau en réseau, de machine en machine, on appelle ça un ver. Ça, c'est très intelligent. Des fois, les antivirus sur les ordinateurs n'arrivent pas à les détecter si on n'a pas la signature. Il faut pour ça mettre toujours à jour vos signatures antivirus, c'est très important. Mais si on fabrique des antivirus, ceux qui fabriquent des antivirus peut-être savent aussi fabriquer des virus. Évidemment, c'est logique. Alors là, on nous dit, alors je ne sais pas si je vais vous lire l'article, si je vais vous le lire quand même, il n'est pas très très long. Il dit, c'est une première, une intelligence artificielle a participé à la mise au point d'un nouvel antibiotique décrit comme surpuissant. L'intelligence artificielle, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu, va s'inviter dans un nombre grandissant de secteurs ces prochaines années et la médecine pourrait largement profiter de cette nouvelle technologie. Deux chercheurs du MIT, donc je rappelle, c'est le Massachusetts Institute of the Technology, ont ainsi mis au point un algorithme d'apprentissage automatique. Ils seraient récemment parvenus à identifier un nouveau composé antibiotique plus efficace que la majorité de ceux que l'on connaît actuellement. L'algorithme en question s'est entraîné avec des bibliothèques numériques de composés pharmaceutiques et a réalisé des simulations avec plus de 2500 molécules présentes dans 1700 médicaments autorisés par la FDA. Je rappelle, c'est la Food Drug American, de 800 produits naturels. L'idée était donc de mettre au point un antibiotique capable de venir à bout de souches bactériennes résistantes à tous les antibiotiques connus. Là, on parle de souches bactériennes, pas virologiques. L'antibiotique proposé par l'algorithme a ensuite été testé avec succès sur 2 des 3 pathogènes, tests considérés comme critiques par l'OMS. Il a ainsi été possible d'éradiquer le Mycobacterium tuberculosis, la tuberculose, le virus responsable de la tuberculose, voilà, ainsi que l'Acinetobacter j'essaie de lire, Bonagi, quelque chose comme ça, Bonani, qui provoque des infections très résistantes chez la souris. Avec l'aide donc d'une intelligence artificielle, les médecins et la recherche pourraient se doter d'un outil leur permettant de disposer d'un coup d'avance sur les malades en anticipant leur adaptation aux médicaments disponibles et en contrôlant mieux la formation des résistances. Voilà, donc à réfléchir, à méditer sur ces sujets-là. Donc j'y ai pensé ce matin, j'ai dit tiens, ça serait intéressant de faire une capsule sur ce sujet. Et oui, l'IA est partout aujourd'hui, vous savez que... Bah oui, c'est pas si terrible que ça, parce que beaucoup de gens dans d'autres domaines vont perdre des emplois. Il y aura peut-être des emplois créés, mais voilà. Enfin bon, on va dans un monde, chaotique. Ça va pas être simple. Donc, il peut y avoir aussi plusieurs souches. On nous parle évidemment de ce coronavirus. Alors, est-ce que c'est pas la maladie X, c'est-à-dire indéterminée? Bah oui, on peut avoir une maladie indéterminée, on ne sait pas réellement. Elle peut aussi être mutagène, c'est-à-dire qu'elle va dans son hôte et elle mute au fur et à mesure. Donc elle arrive à être intelligente, si vous voulez. Un virus peut s'adapter en fait aux circonstances. Il peut s'adapter à la température, il peut s'adapter, on ne sait pas. Donc moi je ne suis pas spécialiste non plus. Donc
Je lance des hypothèses. J'essaye pas de dire j'ai raison. Hein, j'essaye simplement d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre le monde dans lequel je vis. Mais il faut vraiment être folichon pour pas comprendre qu'au XXIe siècle, voilà, on est à l'ère on est à l'ère artificielle, de l'intelligence artificielle, des algorithmes extrêmement poussés. Je préfère algorithmes poussés. On est à l'ère des nanotechnologies, d'accord? On est à l'ère du laser, on est à l'ère de plein de choses. Évidemment que le monde est en train de changer à une vitesse phénoménale. Et évidemment, ça fait peur tout ça. Voilà, donc les amis, vous inquiétez pas pour autant. Essayez de mettre tous les atouts de votre côté en vous protégeant bien, en faisant du sport, je répète, vitamine C, vous avez plein de possibilités. À vous de chercher aussi. C'est important de chercher par soi-même parce que si on dit tout, bah c'est pas le but. Hein. Il faut aussi rechercher par soi-même les choses, c'est important. Et puis fiez-vous à votre intuition, d'accord? Fiez-vous à ce que vous ressentez, les choses. Pas que, mais en tout cas c'est important. Voilà, et ben de ce fait, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.